En 2026, acheter un appartement, c'est soit le meilleur move financier de ta vie, soit la décision qui va te coûter des dizaines de milliers d'euros. Et le pire dans tout ça, la plupart des gens qui achètent en ce moment ne savent pas dans quelle catégorie ils se trouvent. Alors aujourd'hui, on va démêler tout ça ensemble. Pas de discours d'agent immobilier, pas de théorie d'économiste hors sol, juste les faits, le contexte réel du marché en 2026 et ce que tu dois vraiment prendre en compte avant de signer quoi que ce soit. Parce que la question n'est pas est-ce que c'est le bon moment d'acheter? La vraie question c'est est-ce que c'est le bon moment pour toi d'acheter? Commençons par là où tout le monde regarde en premier. Les taux d'intérêt. Après des années de hausse brutale qui ont gelé le marché entre 2022 et 2024, les taux se sont stabilisés autour de 3,2 à 3,7% en France début 2026. C'est encore loin des 1% magiques qu'on a connus, mais c'est clairement plus respirable qu'à 4,5%. Et ça change tout psychologiquement. Les acheteurs reviennent, les banques prêtent à nouveau plus facilement, le marché se réveille doucement. Mais voilà ce que personne ne te dit. Un marché qui se réveille, c'est aussi un marché où les prix ne t'attendent pas. Regardons les chiffres concrets. Dans des villes comme Lyon, Bordeaux ou Nantes, les prix ont reculé entre 8 et 15% depuis leur pic de 2022. À Paris, la baisse est réelle mais plus contenue, autour de 6 à 8% selon les arrondissements. C'est significatif. Ça représente des dizaines de milliers d'euros sur un bien moyen. Est-ce que ça veut dire qu'on est au plancher? Personne ne peut te l'affirmer avec certitude. Mais voilà ce qu'on observe sur le terrain. Les stocks de biens disponibles commencent à se réduire dans plusieurs grandes métropoles. Quand l'offre baisse et que la demande remonte, tu connais la suite. L'attente peut te coûter autant que l'action précipitée. Maintenant parlons de l'argument que tout le monde sort pour justifier de ne pas acheter, je préfère rester locataire et investir la différence en bourse. C'est un argument sérieux. Vraiment. Mais il faut le regarder honnêtement. Oui, sur les 10 dernières années, un indice comme le S&P 500 a délivré des rendements moyens autour de 10% par an. C'est impressionnant. Mais combien de locataires qui préfèrent investir la différence le font réellement? Combien mettent discipliner chaque mois la différence entre leur loyer et ce qu'aurait été leur mensualité de crédit dans un PEA? La plupart ne le font pas. Et c'est là que l'argument s'effondre. L'immobilier, c'est de l'épargne forcée. Chaque mensualité remboursée, c'est du patrimoine que tu construis. Même si le marché stagne, tu n'es pas à zéro. Mais attention, parce qu'il y a un piège énorme dans lequel beaucoup de gens tombent en ce moment. Ils voient les prix qui ont baissé, les taux qui se stabilisent, et ils se disent « c'est maintenant ou jamais ». Alors ils achètent trop vite, trop grand, trop loin de leurs vrais besoins. Résultat, ils se retrouvent avec un bien qui ne correspond pas à leur vie réelle dans 3 ou 5 ans. Tu changes de travail, tu rencontres quelqu'un, tu veux bouger de ville. La flexibilité a une valeur réelle. Et cette valeur, elle est difficile à chiffrer, mais elle existe. Alors comment savoir si tu es dans la bonne situation pour acheter en 2026? Il y a quelques questions à te poser très concrètement. La première, est-ce que tu penses rester dans cette ville au minimum 5 à 7 ans? C'est le seuil en dessous duquel, dans la plupart des scénarios, la location est financièrement plus rationnelle. Les frais de notaire, les frais d'agence à la revente, les travaux imprévus, tout ça s'amortit dans le temps. En dessous de 5 ans, la mécanique ne joue pas en ta faveur. La deuxième question, est-ce que ton apport et ta situation professionnelle sont solides? Les banques en 2026 restent attentives au taux d'endettement limité à 35% des revenus nets. Et elles valorisent fortement la stabilité de l'emploi. CDI, ancienneté, revenus réguliers. Si tu es en période d'incertitude professionnelle, ce n'est pas forcément le bon timing, peu importe ce que fait le marché. Et la troisième, est-ce que tu as un apport réel, pas juste les frais de notaire? Aujourd'hui, un apport de 10% minimum est souvent la norme demandée. Mais un apport de 20% te donne un levier de négociation important et réduit significativement ton coût total de crédit. Voilà quelque chose que peu de vidéos abordent franchement. L'immobilier neuf versus l'ancien, c'est un choix stratégique très différent en 2026. Le neuf traverse une crise profonde. Les promoteurs ont réduit leur mise en chantier, les programmes se sont raréfiés. Mais les prix du neuf restent élevés, soutenus en partie par les coûts de construction qui n'ont pas vraiment baissé, malgré la crise des matériaux.
Le PTZ élargi en 2025 aide pour les primo-accédants mais ne fait pas tout. L'ancien, lui, offre des opportunités de négociation réelles, surtout sur les biens énergivores classés F ou G au DPE. Ces biens sont décotés, parfois significativement. Et si tu as la capacité de faire des travaux de rénovation énergétique, tu peux accéder à des aides comme MaPrimeRénov', valoriser ton bien et potentiellement faire une belle plus-value à terme. Mais attention, rénover coûte cher, prend du temps et ça ne s'improvise pas. Parlons maintenant d'un scénario que beaucoup sous-estiment. Acheter pour louer, l'investissement locatif en 2026. Est-ce que ça vaut encore le coup ? La réponse honnête, ça dépend entièrement de l'endroit et de la stratégie. Dans des zones tendues à forte demande locative, autour des campus universitaires, dans les métropoles dynamiques, dans certaines villes moyennes en croissance, les rendements bruts autour de 5 à 7% sont encore atteignables sur l'ancien avec travaux. Mais le contexte réglementaire s'est durci. La loi sur les passoires thermiques continue de restreindre la location des logements mal classés. La fiscalité du LMNP a été réformée. Et la gestion locative, si tu ne la fais pas toi-même, grignote ta rentabilité. L'investissement locatif en 2026, c'est plus complexe qu'avant, pas impossible, mais il ne s'improvise plus. Revenons à la question centrale. Acheter en 2026, erreur ou opportunité ? La réponse que personne ne veut entendre, c'est que ça dépend, mais pas de l'état du marché de façon abstraite. Ça dépend de toi, de ta situation, de ton projet de vie. Ce qui est vrai, c'est que les conditions actuelles sont les meilleures qu'on a vues depuis 2021. Les prix ont corrigé, les taux se sont stabilisés, les banques prêtent à nouveau. Et dans plusieurs marchés, on observe les premiers signes d'une reprise. Est-ce que ça va continuer de baisser ? Peut-être, légèrement, dans certaines zones. Mais l'attente parfaite n'existe pas. Personne n'a jamais acheté exactement au plus bas, et ceux qui prétendent l'avoir fait ont surtout eu de la chance. Ce que les gens qui réussissent à l'immobilier ont en commun, c'est rarement d'avoir parfaitement évalué le marché, c'est d'avoir acheté un bien qui correspondait à leur situation réelle, avec un budget maîtrisé dans une zone où la demande est structurellement forte, et d'y être resté suffisamment longtemps pour que le temps fasse son travail. L'immobilier, ça ne rend pas riche en 18 mois, mais sur 10, 15, 20 ans, c'est l'un des actifs les plus puissants pour construire un patrimoine durable, surtout avec l'effet de levier du crédit. Tu empruntes de l'argent à 3,5% pour acheter un actif qui historiquement progresse entre 2 et 4% par an dans les zones tendues. Et tu rembourses avec des euros d'aujourd'hui dont la valeur réelle diminue avec l'inflation. Le mécanisme est solide, il l'a toujours été. Mais je veux finir sur quelque chose d'important parce que c'est souvent oublié dans toutes ces analyses. Acheter un appartement, ce n'est pas qu'un calcul financier. C'est aussi la liberté de peindre ton mur en verre si ça te chante. De ne pas dépendre d'un propriétaire qui décide de vendre. De savoir que dans 20 ans, tu n'as plus de loyer ni de mensualité. Ce sentiment de chez soi, il a une valeur. Elle n'est pas dans aucun tableur, mais elle est réelle. Alors, la vraie question n'est pas « est-ce que le marché est favorable ?» mais « est-ce que ma vie est prête pour ça ?» Si la réponse est oui, situation stable, projet long terme, budget solide, emplacement réfléchi, alors 2026 n'est pas une mauvaise année pour franchir le pas. Loin de là. Si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, tu sais ce qu'il te reste à faire. Un like, un abonnement et partage-la à quelqu'un qui est en train de se poser exactement cette question. Ça m'aide vraiment à continuer à faire ce genre de contenu. On se retrouve très vite.